Bon, ben, juste pour vous prévenir, donc c'est pas un cercle de doctrine, c'est plus un cercle un peu détente. Voilà, c'est la dernière soirée de l'année. On va se diriger tranquillement vers ces MRDS, où les sujets seront un petit peu plus ardus que ça. Et voilà, c'était une façon de vous changer un peu de mes habituels malus sur la doctrine maurassienne et sur les fake news, les biais cognitifs et tous ces sujets qui vous passionnent, j'en doute pas, mais qui sont un petit peu plus rasoirs. Et voilà, c'est aussi une façon de s'intéresser un peu à notre culture actuelle qui, ok, a ses défauts, mais qui est pas mal révélatrice des mentalités de nos sociétés. Et j'avais commis quelques articles pour la revue de création qui parlaient un peu de ces sujets-là. Donc voilà, ce soir, je vais vous parler un petit peu de la manière dont est utilisée la figure du roi dans la pop culture actuelle. Donc je vais essentiellement parler de séries télévisées. J'espère qu'elles vont vous parler. Bon, je pense que par exemple pour Game of Thrones, ça devrait aller pour la plupart d'entre vous. Bon, je vais être obligé de spoiler méchamment, je suis désolé. Même chose pour Camelot, même si pour Camelot c'est un peu moins grave. Donc voilà, donc c'est pas un cercle de doctrine classique, mais on verra. Donc on pourrait commencer en se demandant, mais imaginez vos films préférés, vos séries préférées en démocratie. Est-ce que ça fonctionnerait autant? Et en fait, pour la plupart des séries à succès de ces dernières années, si on prend Game of Thrones, si on prend Vikings par exemple, ou si on prend des blockbusters comme des blockbusters, enfin vraiment des blockbusters, mais des films à succès comme Le Seigneur des Anneaux et d'autres films moins importants, mais ça ne fonctionne pas super bien. Alors il y a des exceptions, il y a House of Cards par exemple, mais une série que je ne connais pas donc je ne vais pas en parler. Mais voilà, la série phare des années 2010 en démocratie est absolument impensable, puisque c'est Game of Thrones qui se passe dans un monde qui est plein de rois. Et dans la culture donc, cinématographique et télévisuelle actuelle, et aussi dans une certaine mesure dans la culture littéraire, ils ont une place les rois ont une place qu'ils ont perdue au niveau politique. C'est assez intéressant de voir ce paradoxe. Comment l'expliquer? Alors, je n'ai pas proposé une étude universitaire, je n'ai pas fait l'inventaire de ce qui a été fait en tant que production artistique, je n'ai pas fait de statistiques non plus, mais voilà, c'est quelques réflexions que je vous jette à l'occasion. Alors, on va reprendre un peu le constat que je viens d'esquisser. Les gens de notre génération, ceux qui ont entre 18 et 35 ans, je crois que c'est la fourchette de tous ceux qui sont ici ce soir. Il y a des moins de 18 ans? D'accord, on est entre adultes. Des plus de 35 ans, je ne crois pas non plus, donc bon. On a tous baigné dans une culture qui est pleine de rois. Alors nous, a fortiori, plus que les autres, mais c'est le cas de toute notre génération, de Camelot en passant par Seigneur des Anneaux jusqu'à Game of Thrones, mais aussi dans la série Vikings, même dans certains animés, comme l'Attaque des Titans par exemple, pour ceux qui connaissent, je pense qu'il y en avoir beaucoup. Mais voilà, on parle aussi de rois dans les animés japonais. On peut constater qu'il y a une importance numérique des rois dans la pop culture, mais de quelle manière? On peut se poser la question. Et l'évidence, en fait, quand on se pose la question, c'est que le roi est toujours une métonymie du pouvoir, c'est-à-dire c'est quelque chose, en s'appuyant sur le fait de parler des rois, on va traiter de la question du pouvoir, et dans toute la diversité que l'exercice du pouvoir peut revêtir. Dans la plupart des programmes, les personnages royaux sont autant de prétextes à une réflexion donc, sur le pouvoir. Et finalement, ça nous permet de voir que ça témoigne de l'esprit du temps. Et j'ai tiré 3 types de rois qui montrent à quel point la figure du monarque est ambivalente. Il y a le tyran, ça c'est classique, c'est depuis l'Antiquité. Je peux renvoyer par exemple à la pièce de Sophocle, Oedipe roi, qu'on traduit par Oedipe roi, mais qui en fait est Oedipe tyran, Tyrannos en grec. Donc la figure du tyran, donc là c'est Geoffrey dans Game of Thrones. Bon, c'est le type qui est tellement vilain qu'on aime le détester. Il y a le roi machiavélien, alors c'est la personne du roi Egbert dans Vikings, je ne sais pas si vous voyez à qui je fais référence, mais c'est sans doute le personnage pas le plus intéressant, mais qui fait vraiment le prince de Machiavel, mais dans le haut Moyen-Âge, et qui est vraiment un personnage très attachant pour ça, même si c'est une ordure, je veux dire, comme tous les autres personnages de la série d'ailleurs. Et on a aussi le roi juste et modéré, donc ça peut être par exemple dans Seigneur des Anneaux, vous avez Aragorn évidemment, mais on a aussi donc, le roi Arthur dans Camelot, dans 2 registres évidemment complètement différents.
Alors quelle synthèse on peut tirer de cette diversité? Ce qui est intéressant, c'est que chaque fois qu'un roi apparaît dans une production culturelle, qu'elle soit cinématographique ou audiovisuelle ou autre, c'est dans un contexte démocratique. On est encore en démocratie en Occident, et donc ils illustrent systématiquement un thème qui est très présent dans les démocraties, qui est la peur du pouvoir. On va donc parler là des rois tyranniques. J'ai parlé de Sophocle avec son Oedipe roi. On peut parler évidemment, on a parlé de Shakespeare, mais toute la culture européenne parle de la figure du tyran. C'est un spectre, ça brosse un spectre assez large de types de souverains. Alors il y a les tyrans sérieux, donc on a par exemple Daenerys dans la série Game of Thrones, qui est une figure de tyran, alors surprenant, on va voir pourquoi. Mais on a aussi des tyrans parodiques, comme dans Camelot avec Léodagan de Carmélide, qui est juste le personnage préféré de beaucoup de spectateurs, mais qui est aussi le plus caricatural. Et cela dit, si le roi tyrannique constitue souvent le méchant, l'antagoniste idéal, quoi de mieux qu'un potentat bien vilain pour créer de l'antipathie, il en demeure pas moins un révélateur de nos mentalités. Traditionnellement, les figures du tyran servaient à dénoncer les mauvais usages du pouvoir, souvent représentés comme le résultat de l'incapacité du tyran à se dominer lui-même et ses passions. Par exemple, dans le cas d'Oedipe roi, de Sophocle, pourquoi Oedipe est-il tyran? Alors vous savez, Oedipe, c'est cette personne qui épouse sa mère et tue son père, parce que Oedipe croit connaître son identité. Il pense être le fils du roi de Thèbes et du roi de Corinthe et de la reine de Corinthe. Je sais qu'il a été élevé par adoption, mais en fait, c'est qu'il avait été abandonné à la naissance, alors qu'il était réellement le fils du roi de Thèbes et de la reine de Thèbes. Et c'est pour ça que quand il revient à Thèbes, on ne le reconnaît pas et qu'il peut donc épouser. Alors je ne vous refais pas toute l'histoire, c'est un peu décousu, désolé. Voilà. Et donc il est tellement victime de son hubris, c'est-à-dire de sa démesure, du fait de croire qu'il sait absolument tout, qu'en fait il finit par commettre le patricide, qui est un des crimes les plus atroces, et l'inceste, qui est un autre crime atroce dans la Grèce antique, mais encore aujourd'hui, bien sûr. Donc c'est toujours dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, le tyran, c'est celui chez qui on va dénoncer son absence de mesure, son absence de contrôle de soi-même. Et l'idée sous-jacente, c'est de dénoncer des souverains qui sont incapables de gouverner les hommes parce qu'ils sont tout simplement incapables de se gouverner eux-mêmes. Si vous lisez notamment des historiens antiques, des historiens de l'Empire romain, des contemporains des empereurs qu'on décrit, le mauvais empereur, c'est quelqu'un qui picole, c'est quelqu'un qui passe son temps à coucher à droite à gauche avec tout le monde, parfois pas qu'avec des humains, et qui en plus est un type sanguinaire. C'est toujours la même chose. Dès qu'il y a un tyran, on va lui inventer des coucheries à droite à gauche. Mais les figures de tyrans actuels traduisent autre chose, parce qu'on ne dénonce pas seulement l'absence de self-control, parce qu'après tout, l'absence de self-control est un peu un mode de vie. Depuis mai 68, il est interdit d'interdire. Donc finalement, le fait d'avoir du mal à se contrôler soi-même n'est plus un critère de tyrannie, ce qui est assez grave d'ailleurs d'une certaine façon. Les figures de tyrans actuels, et en particulier dans Game of Thrones, traduisent autre chose, c'est la méfiance d'un public démocrate face à la notion même de pouvoir, et sans doute aussi un dégoût de la politique en général. Quand vous regardez Game of Thrones, la seule morale qui semble transparaître a priori, c'est que le pouvoir corrompt. Là, on est au degré zéro de la réflexion politique. C'est un lieu commun que partagent le spectateur de Game of Thrones et le gilet jaune de base, sans mépris pour l'un et pour l'autre d'ailleurs. Mais les scénaristes de la série d'ailleurs semblent avoir partagé cette idée que le pouvoir corrompt, que c'est inéluctable et que toute forme de pouvoir finalement est injuste. Et si le tyran est parfois mauvais avant de se saisir du pouvoir, c'est le cas par exemple de Geoffrey qui est un dégénéré, comme sa mère d'ailleurs et son frère, le pouvoir semble transformer quiconque en tyran. Et dans Game of Thrones, d'une façon générale, les doux, ou les gens sérieux, enfin les gens droits, on peut penser à Ned et Robb Stark, qui ne font pas long feu. Voilà. C'est l'idée que si vous avez une éthique, si vous avez une morale, de toute façon, vous allez mal finir parce que ce monde est fait pour les ordures. Et le cas d'école sur lequel je vais m'arrêter, c'est celui de Daenerys, parce que, alors c'était un peu paradoxal, tout le monde a trouvé que son changement de
mentalité dans la saison 8, c'était mal fait, bâclé, que c'était pas normal, etc. Alors qu'en fait, quand on regarde la série depuis le début, en fait, on sait que c'est une tarée, enfin je vais vous expliquer. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que Daenerys, elle porte les espoirs de tous les fans depuis le début de la série, mais l'ivresse de la victoire et la foi aveugle dans sa mission d'émancipation universelle la pousse à éliminer une ville entière qui pourtant s'était rendue. C'est ce qui se passe dans la fin de la série. Et en fait, un tel revirement n'avait rien d'étonnant, mais ça a réveillé la colère de légions de fans qui ont été jusqu'à réclamer la réécriture de la dernière saison à travers une pétition. Ça, c'est quand même un autre, je fais une parenthèse, mais c'est très typique d'une époque démocratique où vous avez les spectateurs qui vous expliquent qu'il faut réécrire la pièce. Ça, c'est quand même le stade ultime de la bêtise démocratique, d'une certaine façon. Et finalement, c'est ne pas voir la portée symbolique de l'itinéraire du personnage. Alors ok, la saison 8 était un peu bâclée, c'est sûr. Mais le retournement du personnage n'est pas une surprise. Déjà parce qu'elle a toujours cherché le pouvoir pour le pouvoir. Elle estime être la propriété de sa lignée. L'émancipation des esclaves et de son armée de castrats et d'autres damnés de la terre lui avait fourni qu'un supplément d'âme et de légitimité morale, sans parler de ses troupes, pour mener sa conquête du trône de fer. Et la mère des dragons, d'ailleurs, a toujours été impitoyable envers ses ennemis. La seule différence, c'est que quand ses ennemis, c'est des esclavagistes, bon, c'est pas grave. Le problème, c'est que, dès le départ, on se retrouve face à quelqu'un qui veut le pouvoir pour le pouvoir, estime avoir une mission transcendantale, qui est d'émanciper la planète. Là, vous commencez à voir un petit peu où je veux en venir, et qui massacre ses ennemis de manière absolument impitoyable. Pourtant, tous nos bons démocrates qui regardent la série ont pensé qu'elle allait sauver le genre humain. Et donc finalement, il n'y a pas de revirement à la fin. C'est juste qu'elle a fait ce que font tous les utopistes, universalistes, égalitaires. Elle élimine l'homme ancien pour faire émerger l'homme nouveau. Et en fait, son caractère impitoyable vient de son intime conviction d'être en mission pour l'avènement d'un monde meilleur. Un monde où la justice toute puissante mettrait fin à toute forme d'oppression. Et donc en fait, elle a un rêve vraiment utopique. À un moment de la série, elle parle avec son neveu, mais aussi amant. On est vraiment dans une très bonne dynamique, une super ambiance, en lui disant c'est assez dur de se représenter ce qu'aucun homme n'a jamais vu. C'est pour ça qu'on peut parler vraiment d'utopie. Ce qu'elle veut ce qu'elle veut mettre en place dans l'univers de Game of Thrones, c'est vraiment quelque chose d'utopique et de totalitaire. Ça vaut bien de massacrer quelques civils innocents. Et comme tous les délires totalitaires, celui de Daenerys veut accoucher d'un monde nouveau, si besoin en éliminant le monde ancien et ses représentants. Elle le dit d'ailleurs, je cite, « Ce monde qu'il faut bâtir ne peut être bâti par des hommes qui sont loyaux au monde actuel. » Et là, il y a des échos avec ce qu'on est en train de vivre, avec notamment cette espèce de furie, de déboulonnage de statues, cette volonté de réécrire l'histoire, de faire table rase absolument, et de toujours charger le passé de nos péchés actuels. Alors que sont ces milliers de morts à côté de la réalisation d'un monde où le mal disparaît? Et le dernier échange, alors bon, qui ne vaut pas le Cinna de Corneille, on est d'accord, mais c'est assez révélateur. Donc elle dit, c'est cette fameuse scène où ils sont en train de discuter après le massacre de je ne sais plus comment s'appelle la capitale, c'est Port-Réal, voilà, donc elle vient de massacrer la population. Et donc, Jon Snow, qui dans cette saison-là est un petit peu effacé, il vient voir, il fait « Ouais, quand même, bon, tu déconnes un peu, Tantine. » Alors elle lui répond « C'est assez dur de se représenter ce qu'aucun homme n'a jamais vu, un monde d'harmonie. » Alors lui, il lui répond « Qu'est-ce que tu en sais? Comment sais-tu qu'il sera harmonieux? Parce que je sais ce qui est juste. Qu'est-ce qui se passera pour les autres? Ils n'auront pas à discuter. » Bon, c'est mal écrit, mais l'idée est là. C'est que, de toute façon, on a raison. Nous avons une mission qui est de renouveler le monde, de lui donner une rédemption. Et pour ça, après tout, que sont ces quelques milliers de morts? Et là, vous avez toutes les utopies totalitaires du XXe siècle qui sont en écho. Et le paradoxe, c'est que cette évolution de personnage est probablement la plus intéressante de la dernière saison, en tout cas c'est celle qui est la plus chargée de sens. C'est ce qui a le plus choqué les fans, parce que, tout simplement, ce personnage était une synthèse progressiste. En fait, à l'origine. C'est une femme forte et indépendante, libératrice d'esclaves, à la tête d'une armée multi-ethnique qui serait hisse au rang d'impératrice mundi. Et comment pouvait-elle mal tourner? Donc on se le demande bien, mais en fait, c'est tout à fait logique. Donc vous avez donc ces figures de tyrans, le premier point dans l'univers culturel actuel quand on représente les rois,
Et on a aussi une autre figure qui synthétise un peu les rois machiavéliens, je ne détaille pas parce que il n'y a pas grand-chose à en dire. Et il y a aussi donc les rois cachés. Ce qui est assez intéressant, c'est que les rois cachés, ce sont des rois qui sont cachés par autrui, mais qui parfois se cachent eux-mêmes. Et c'est un thème qui est très ancien dans la culture européenne. Je vais y revenir. Donc la défiance envers la politique transparaît donc, quand on reprend des tyrans, évidemment, puisque ce sont ceux qui font plus de dégâts. Et ces bons rois, parfois il y a des bons rois, et ces bons rois sont d'ailleurs généralement cachés, comme si la formule du bon gouvernement avait été perdue depuis des temps immémoriaux. Et le thème du roi caché est très ancien, enraciné dans l'imaginaire indo-européen. Il passe par des figures d'anciens rois, légendaires ou non, puisqu'on peut retrouver dans ce thème du roi caché le roi Arthur. Vous savez que le roi Arthur, dans la légende arthurienne, n'est pas mort, il a été enlevé sur l'île d'Avalon, il reviendra à la fin des temps pour instaurer un règne de paix. Mais il y a aussi Charlemagne. Des légendes selon lesquelles Charlemagne reviendra un jour. Et donc on attend ces rois pour un règne de justice et de paix. Et de nombreuses productions mettent en scène des rois cachés. Le meilleur exemple, c'est Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux. C'est un héritier de la lignée des rois légitimes du royaume du Gondor, qui est dirigé par une dynastie d'intendants, et dont le retour marque l'avènement d'un nouvel âge pour la Terre du Milieu. Alors on a aussi ça dans Game of Thrones, avec la personne de Jon Snow, dont la perspective déçue de la montée sur le trône a porté les espoirs de nombreux spectateurs. Et la figure du roi Arthur, on l'est également. Le roi Arthur, c'est le fils caché d'Uther Pendragon, qui est désigné par la Providence, donc en retirant l'épée du rocher, pour régner sur le royaume de l'ogre. Et le point commun entre ces trois figures, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le refus du pouvoir, ou en tout cas une méfiance vis-à-vis du pouvoir. Mais ce n'est pas la méfiance qui vise à dire le pouvoir corrompt absolument et le pouvoir est mauvais. Ce sont des gens, à chaque fois, qui sont conscients que l'exercice du pouvoir permet de maintenir une certaine justice dans le royaume, mais qui savent aussi que ça peut mal tourner. Donc c'est plus une méfiance sage par rapport au pouvoir. Et c'est pour ça qu'elle est féconde d'une certaine façon. Et ça les rend légitimes. Dans l'Empire romain, quand un empereur fêtait son avènement, il devait d'abord mettre en scène le refus du pouvoir. C'était la recusatio imperii, c'est-à-dire que les soldats venaient l'acclamer et ils devaient faire semblant de ne pas vouloir obtenir le pouvoir. Pourquoi? Parce que c'est un gage de sagesse. Les gens sages veulent éviter d'exercer le pouvoir. Donc Aragorn cherche à se cacher afin de demeurer loin du trône. Jon Snow a toute sa vie ignoré sa réelle ascendance et ses droits sur le trône des Sept Couronnes. Et il a pour réflexe de se délester de cette responsabilité sur sa tante et amante, bien plus intéressée par le poste. Quant au roi Arthur, si on prend même le roi Arthur de la série télévisée Camelot, il a été mis sur le trône presque malgré lui, après avoir été caché à Rome. Il finit par l'abandonner, écrasé sous le poids du doute et de la fatalité. Et en fait, ces trois figures du roi caché symbolisent finalement les doutes de notre époque. Face à une situation politique de plus en plus dégradée, à une véritable crise de légitimité, ils représentent nos doutes face à un destin incertain et à un monde politique qui, à force d'être une arène et non plus un forum, devient terrifiant. Et finalement, on pourrait aussi se demander, ne serait-ce pas la traduction du désir sourd de notre société de voir apparaître des leaders à la fois charismatiques, ayant la grandeur d'âme de pouvoir refuser le pouvoir et la sagesse de s'en méfier. Et finalement, c'est aussi pour ça que la présence de ces rois dans la pop culture est aussi quelque chose de très positif, d'une certaine façon, parce que ça traduit l'attente d'une souveraineté véritable, même si elle est confuse. Je vais terminer en parlant de Camelot, qui fait partie des raisons de croire encore à la culture française. Et je ne dis pas ça en tant que gros fanzouz d'Alexandre Astier. Ceux qui me connaissent savent que c'est le cas, je suis très fan du personnage et de ce qu'il a fait, mais parce que je pense que c'est une série qui vaut beaucoup plus que ce qu'elle a été pendant très longtemps, c'est-à-dire un programme court sur M6 et un pourvoyeur de phrases de choc. Donc, parce que Camelot, il y a quelque chose qui fait écho à une très longue tradition de la culture française, c'est la puissance de la formule. La substantifique moelle de la série pourrait être résumée en une réplique, d'une simplicité divine et d'une acuité lumineuse, qui est prononcée par le brillant Cadoc. Quand il n'y a plus de roi, c'est caca. Bon, tout est dit. Et je pourrais m'arrêter là, parce que finalement, voilà. Mais ce ne serait pas faire honneur
en fait, à ce programme qui est une véritable pépite qui surnage sur une mer de médiocrité. Faut pas oublier que Kaamelott, ça remplace quoi? Ça remplace Caméra Café. Alors, je veux pas, c'est pas plus nul qu'autre chose, mais si on compare le contenu culturel de l'un et de l'autre, il n'y a quand même pas photo. Dans l'univers audiovisuel français, on a eu de la chance d'avoir quelqu'un comme Alexandre Astier pour faire autre chose que des comédies. Vous savez, les comédies françaises, depuis 20 ans, c'est toujours la même chose. 80% c'est des bobos de gauche qui se moquent des bobos de droite, et 20% c'est l'inverse. Voilà, c'est pas très intéressant, ça parle pas de grand chose, et ça nous fait un petit peu regretter Audiard. Et on a justement voilà, une œuvre qui porte un peu plus que la gaudriole. L'œuvre d'Alexandre Astier a plus à apporter que des gags et des répliques désormais devenues cultes. La série s'est d'abord dotée d'un univers qui doit son charme à l'intérêt d'Astier pour le monde arthurien, pour sa matière première, ainsi qu'à la Talente, quelle horreur. La Talente. Ainsi qu'à ses talents de musicien pour la bande originale. Je ne sais pas si vous avez déjà prêté l'oreille, mais c'est vraiment quelqu'un de très talentueux pour ça. Je ne sais pas si vous avez vu son spectacle sur Bach, qui est... Bref, je vais arrêter parce que je vais défaillir. Non, mais c'est vraiment à voir. Même si dans Kaamelott rien n'est historique, on a une certaine maîtrise du sujet parce qu'on a des références à absolument tout le monde arthurien, mais que ce soit Chrétien de Troyes, les premiers écrits, y compris ceux de John Froidman Mouse sur le monde arthurien, qu'au film de John Borman, Excalibur, qui est complètement différent. On a aussi des références au Seigneur des Anneaux, évidemment, à l'histoire romaine, à Star Wars, j'en passe. Et les multiples influences dont a pu se nourrir la série ont largement contribué à sa profondeur. Et si le décalage entre le thème traité, qui est très classique, de l'épopée arthurienne, et le registre de langue employée donne l'impression qu'on pourrait croiser certains personnages en faisant nos courses, chacun conserve des traits qui rappellent son homologue de la légende. Je prends l'exemple le plus pressant, j'ai du mal un peu, désolé. Le meilleur exemple, pardon, c'est Perceval, qui est incarné par Franck Pitiot. Perceval, dans Kaamelott, ressemble énormément au Perceval de Chrétien de Troyes. C'est un jeune homme ingénu, naïf, maladroit, mais bien intentionné. Alors évidemment, il y a le côté gaguesque du personnage de Franck Pitiot. Il ne faut pas oublier que quand vous lisez Perceval ou le Conte du Graal de Chrétien de Troyes, il y a des passages qui sont censés faire rire. Alors évidemment, quand vous le lisez aujourd'hui, ça reste quand même un roman du XIIe siècle, donc vous vous éclatez pas de rire. Néanmoins, il y a vraiment quelque chose qui se passe, et que quand vous le remettez dans son contexte, il fait des choses qui auraient suscité le rire dans les cours seigneuriales où on aurait récité cette chanson. Parce qu'il est naïf, maladroit, ingénu, et que sa mère l'a gardé très éloigné du monde de la chevalerie pour le préserver justement de ce monde qui est violent. Et donc il fait énormément de bêtises, qui sont malgré tout... il n'y a pas de quoi se taper le cul par terre, on est d'accord. Mais on voit qu'il y a quand même un respect de l'œuvre originale tout en apportant une modernité. Et ça, finalement, c'est la meilleure définition de la tradition, d'une certaine façon. Mais surtout, ce qui fait la force de ce programme, c'est le texte. C'est l'une des dernières célébrations de la langue française courante, pas vulgaire, mais courante, avec une préférence pour les expressions du lyonnais et du dauphinois, dont sont originaires la plupart des acteurs, notamment Serge Papagali, qui est un humoriste qui en fait a fait sa carrière en imitant le dauphinois du terroir. Et si vous voulez, Guettenot dans Kaamelott, il a l'accent des dauphinois, en fait, tout simplement. Ce qui, pour moi qui suis né en Isère, me touche pas mal. Donc voilà, on a vraiment une célébration du verbe. On y débat, on s'y querelle, on s'y invective, on y récite des poèmes, on y prie, on y chante. Le tout dans un français qui est parfait sans être guindé, simple sans être vulgaire, et surtout dans une langue qui est dénuée des barbarismes anglo-saxons qui ont envahi notre lexique. Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est... Maintenant que vous allez le savoir, quand vous allez regarder cette série, vous allez trouver ça agréable en fait. Et c'est justement la langue de Kaamelott qui est le véritable support de son succès, qui sert à faire rire ou à s'affliger. Même parce que, évidemment, il y a des tournures dans la série, des tournants dans la série qui sont un peu plus dramatiques, un peu plus tragiques. Et le changement radical d'ailleurs de registre au tournant des livres 3 et 4 est une preuve supplémentaire que Kaamelott n'est pas seulement une série pour faire rire un bon coup, elle a des choses à dire et plus que l'on penserait de prime abord. Alors,
Je ne suis pas en train de vous expliquer que j'ai trouvé le code d'interprétation de la série. Je pense que de toute façon, il y a Castier qui l'a et il n'aime pas qu'on recherche à interpréter. Mais je trouve malgré tout qu'il y a quelque chose de très intéressant à voir. C'est que l'humour constant de la série tend à masquer une réalité, c'est que Kaamelott est une tragédie. Kaamelott n'est pas une série comique. C'est la tragédie d'un homme que les dieux ont choisi pour mener une mission qui est bien trop grande pour un seul homme, la quête du Graal, surtout qu'il ne dispose pour la mener à son terme que d'une petite équipe de bras cassés qui ne mesure absolument en rien ce qui est en jeu, sans parler du fait que la Dame du Lac est aussi utile que la CPE du lycée. Et je suis méchant parce qu'il y a des CPE très bien, j'exagère évidemment. Et cette double tragédie, enfin il y a une tragédie qui est double parce qu'il y a aussi une tragédie personnelle. Arthur est sans enfant, il a épousé sa femme pour des raisons politiques, il la déteste, il n'a pas eu d'enfant avec ses maîtresses. Et mettez-vous à sa place ne serait-ce que 5 minutes, et si vous ne déprimez pas, en fait, c'est que vous n'avez pas de cœur. Et au contact de ces deux dimensions de cette tragédie, il y a la question du sens de la mission et le sens du pouvoir que détient Arthur en vertu de la mission qui lui est conférée. Et finalement, ce qui est assez intéressant, c'est que dans Kaamelott, on a deux visions du pouvoir qui s'opposent. Il y a le pouvoir comme fin, c'est celle qui est la plus répandue. Alors on a des acteurs, des personnages du style Léodagan, qui ne règnent que pour pirater le trésor royal et s'enrichir. On a le roi Lot, qui passe son temps à conspirer pour prendre le pouvoir, mais il n'explique jamais pourquoi. Il n'y a pas de projet politique, pas plus que Léodagan. Alors Léodagan, il a le projet de s'enrichir. Le roi Lot, on a vraiment l'impression qu'il conspire pour conspirer. C'est sa raison d'être. Donc on a le pouvoir pour lui-même, et il y a le pouvoir en vue de réaliser le souverain bien. Le Graal est présenté, je cite, comme la lumière pour tous les peuples. C'est ça l'idée. Et dans le cas d'Arthur, le pouvoir a pour but de fédérer les énergies dans la quête du bien commun. Donc c'est clairement la mission du roi dans une société traditionnelle. Le problème, c'est que l'étape fédération des énergies demande des efforts constants et presque systématiquement infructueux. Et là où c'est intéressant, c'est son conflit avec Lancelot, qui est son bras droit, qui cherche le pouvoir afin de réaliser la quête du Graal, mais lui, il ne veut pas s'encombrer des non-élus et de ceux qui n'y entendent rien. Et donc là, ça pose une vraie question, c'est peut-on faire le bien dans une cité sans y associer ses membres, ne serait-ce qu'à leur niveau? Et l'un le croit, l'autre non. Et finit même par sacrifier la cité au bien qu'il poursuit. D'accord? C'est le fait que tout ce qu'a construit Arthur pendant les 5 premières saisons, pendant les 5 saisons, est détruit à la fin de la saison 6 par Lancelot, qui lui vise le même objectif, mais veut ne garder que les élus. Et en ce sens, on a un Lancelot qui est révolutionnaire, qui est prêt à emporter tout un monde avec lui si son obsession prométhéenne l'exige. Son obsession prométhéenne, c'est Méléagant. C'est ce personnage, vous savez, qui apparaît quand il est abandonné par Guenièvre à la fin de la saison 4 ou 5, je ne sais plus, de 4, pardon. Qui représente ça, qui le pousse à remettre en question toutes ses valeurs. Qui l'engueule quand il refuse de tuer son cousin. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène. Bon. Et donc Arthur, quant à lui, c'est quelqu'un de plus classique, et classique au sens antique du terme. Il ressemble plus au bon souverain antique et médiéval que son rival dans sa pratique du pouvoir. Alors, par exemple, d'ailleurs, Léodagan, à un moment, ironise, parce que Arthur refuse de massacrer les traîtres, en disant « oui, je ne vais pas prendre votre père comme exemple », enfin, du père de Léodagan, qui est encore pire que lui. Et Léodagan ironise, et cette phrase, elle m'a fait tiquer, c'est « et à qui vous pensez comme exemple ?» À Marc Aurèle, point d'interrogation. Et c'est pas innocent, parce que réellement, les références à des empereurs romains sont constantes, Marc Aurèle également, et puis il y a le personnage de l'empereur dans la saison 6, qui est joué par Pierre Mondy, qui lui fait donc son speech sur la dignité des faits. On a aussi donc, toute cette symbolique-là à travers ce personnage. Arthur cherche à être juste, à donner à chacun ce qui lui convient, comme la veut la formule du droit romain, hein, à chacun le sien, à écouter son peuple. On a beaucoup d'épisodes qui consistent à arbitrer des querelles entre deux bouseux pour des histoires qui sont absolument médiocres, mais il est là pour le faire aussi, aménager le chèvre et le chou, etc. Et ce classicisme, qui est teinté de fatalisme, n'en est pas moins difficile à porter, ce qui amène justement le héros à la dépression. Et ça, c'est ce qui fait vraiment l'originalité de la série, parce que c'est un thème peu banal dans la geste arthurienne, ou dans l'épopée d'une manière générale. Jamais dans une épopée, on va vous représenter Achille ou Hector en PLS, en train de se dire « à quoi bon, la guerre de Troie, tout ça ». Non, on est toujours... les héros ne désespèrent jamais. Et Alexandre Astier
a le cran de montrer le héros qui désespère. Parce que la stérilité apparente de ses efforts en politique s'ajoute à une stérilité qui est biologique, il n'a pas d'enfant. Et c'est peut-être précisément cette crainte de ne rien laisser de bon derrière lui, même pas un descendant, qui pousse Arthur à tenter de se suicider. Alors reste à savoir si la suite de l'histoire, donc le premier film qui devait sortir en juillet va sortir en novembre, mais il va sortir, parce que dites-vous que moi la première fois que je me suis dit oh là là, vivement que le film sorte, j'étais en terminale, donc ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on attend ça, mais... Ouais, ça fait un peu plus. Ah, quoi que... Non, ouais, c'est ça, c'est 10 ans. Merci de le souligner. Mais voilà. Et on se demande si le film va nous laisser espérer une issue moins pessimiste pour justement la voix qu'Arthur incarne et qui est un peu la voix qu'on défend nous-mêmes. Arthur a déjà vu dans sa jeunesse l'effet de l'usure que provoque sur l'homme de bien le théâtre politicien en côtoyant l'empereur, un blasé des tractations des sénateurs. Et c'est pourtant de lui qu'il a reçu une précieuse leçon d'éthique, livrée dans l'une des répliques les plus efficaces de la série, qui a été campée par un acteur qui a passé toute sa vie à jouer Cordier simple flic. Non, Cordier jugé flic, c'est ça. Et qui là sort une performance de fou. Des chefs de guerre, il y en a de toutes sortes, des bons, des mauvais, des pleines cagettes, il y en a, mais une fois de temps en temps. Ouais. Il y a 6ème compagnie quand même. C'est vrai. Oui, ça reste. C'est pareil. Il a aussi joué dans du Fédo avec De Funès, si on va parler. Oui, mais la 6ème compagnie, c'est quand même. Ouais. c'est que... On a un fan du show. Ouais, Ouais, non, mais c'est le fait. Oui, ça. Le film sur le maison. Bon, du coup, on a coupé la citation. Non. Des pleines cagettes, il y en a, mais une fois de temps en temps, il en sort un exceptionnel, un héros, une légende, des chefs comme ça, il n'y en a presque jamais, mais tu sais ce qu'ils ont en commun, tu sais ce que c'est leur pouvoir secret, ils ne se battent que pour la dignité des faibles. Donc voilà, on peut se poser la question de savoir ce que cette œuvre, qui est encore en construction, va nous apporter et va nous donner à espérer, en fait, pour ce personnage et aussi pour la voie politique qu'il défend d'une certaine façon. Donc, ce que je voulais un peu mettre en avant dans ce cercle, qui n'en est pas vraiment un, c'est que notre culture actuelle, qui a énormément de défauts, est malgré tout révélatrice de quelque chose, c'est que nous sommes dans une période où les gens sont dans l'attente, dans une attente qui est très profonde, une attente d'un monde politique plus juste, plus ordonné, et en fait, dans le fond du fond, quand on creuse, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent une souveraineté véritable, et ça, c'est notre travail.